Bonjour à toutes et à tous. Cette communication est une invitation à analyser en profondeur le terme générique bien-être équin. Celui-ci est porteur d'un idéal que l'on perçoit dans les discours et stimule une recherche constante d'amélioration de la santé et du bonheur des chevaux. Autrement dit, la préoccupation collective pour le bien-être équin est à l'origine d'un renouvellement des pratiques et représentations qui définissent les rapports humains-chevaux. Pratiques et représentations communes à des acteurs et des collectifs, autant d'éléments indiquant que le bien-être équin est un phénomène social et donc un potentiel objet de recherche pour les sciences humaines et sociales. L'idée de bien-être équin est devenue incontournable, consensuelle en apparence, mais aussi confuse, et il s'agit de se demander comment. L'hypothèse de ce travail de recherche est que le bien-être équin gagne à être étudié au regard de ces deux dynamiques sociales et culturelles que sont l'animalisme et le consumérisme. L'animalisme est un mouvement politique qui repense le rapport aux animaux, défend leurs droits et revalorise leurs intérêts. La notion de consumérisme décrit le mode de vie qui est axé sur la consommation de masse. Cet exposé sera composé en deux grandes parties. La première approfondira la description du phénomène social bien-être équin. Elle détaillera quelques exemples et l'approche qui a conduit son analyse. La partie suivante sera dédiée à la restitution des résultats de cette recherche. Enfin, la conclusion de cette communication ouvrira une réflexion critique sur un certain malaise qui entoure le phénomène social bien-être équin, vis-à-vis duquel tous les acteurs doivent se positionner plus ou moins directement. Le bien-être équin n'est peut-être ni la bonne, ni la seule réponse à toutes les questions que se posent soit ceux qui côtoient les chevaux, soit ceux qui interrogent la légitimité de leur rapport. Ce travail de recherche, donc, vise à mieux comprendre le succès du bien-être équin. Pourquoi parler de succès ? Parce que tous les exemples que je vais vous présenter maintenant relèvent d'une façon ou d'une autre du bien-être équin. Ça ne défile pas ? Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça ne défile plus ? Vous essayez avec les flèches ? Oui. Là, en fait, c'est l'image qui bouge, je crois. Voilà, là, c'est bon. Ok, ok. Donc, on en est ici. Donc, ces premières images font référence à l'enjeu le plus saillant et le plus redouté relatif au bien-être équin, conserver l'acceptabilité sociale de l'équitation. Les JO de Tokyo ont porté un coup fatal à l'épreuve équestre de pentathlon moderne. En 2021, l'équipe médiatisait les termes d'un débat qui ne concerne plus uniquement les acteurs des filières équestres et hippiques. Il y a moins d'un mois, l'association L214 a réactualisé la critique de l'équitation. Se passant donc de toute actualité déplorable, sa condamnation s'effectue en principe. Face à cet enjeu, les institutions des filières équestres réagissent activement, comme l'illustre le label de la FFE ou le logo de la charte pour le bien-être équin co-signé par tous les représentants des professionnels. En parallèle, des initiatives privées se mettent en place, comme le montre le label Écuresse. Elles sont nombreuses, mais elles sont surtout diverses. Les 5 dernières images mettent en évidence les multiples formes que peut prendre l'argument du bien-être des chevaux. La page de magazine rend compte du succès des hydrothérapies équines. À chaque cheval, son protocole de soins. Toujours dans le domaine thérapeutique, la suivante vulgarise les fondamentaux du shiatsu équin, cette médecine alternative qui a migré de l'Orient vers l'Occident et de l'humain vers l'animal. Le soin encore avec la couverture de la première édition qui fit connaître en 1992 le maréchal ferrant James Jackson, il est américain, intitulé donc The Natural Horse Lesson from the Wild, livre dans lequel il théorise The Natural Horse Care, théorie reposant sur, entre autres, l'alimentation dite naturelle et le Paddock Paradise, un nouveau mode d'hébergement qui cherche à reproduire le plus naturellement possible l'habitat du cheval. Des vertus inhérentes à la nature, en passant par les bienfaits des savoirs ancestraux, nous arrivons maintenant aux prouesses technologiques. Renversement de l'argumentaire, donc, avec la Bemer Horse 7. Il s'agit là d'une thérapie vasculaire fonctionnant par l'émission de signaux électromagnétiques. Technologie et innovation toujours, avec cette modélisation d'une écurie active, soit un autre nouveau mode d'hébergement. Autant d'exemples de pratiques pouvant s'identifier au bien-être équin, mais autant de propositions très différentes et qui pourtant coexistent, au risque parfois d'être incohérentes entre elles. Si l'on veut comprendre pourquoi le bien-être équin réussit si bien à faire tenir tous ces éléments ensemble, il faut le mettre en contexte. La préoccupation pour le bien-être des chevaux est liée à la question du bien-être animal.
Comprendre les causes et les effets de la diffusion de l'animalisme dans notre société est donc nécessaire, et il s'agit là du premier contexte dans lequel doit s'inscrire notre réflexion. Néanmoins, la recherche du bien-être du cheval n'est pas la recherche du bien-être animal. Il faut prendre en compte les représentations qui entourent le cheval. En moins d'un siècle, cet animal a une symbolique qui a connu une révolution. Autrefois associé à la virilité, à l'utilité, à l'exclusivité d'une élite sociale, le cheval est aujourd'hui féminisé, associé à la jeunesse, et l'équitation s'est pour partie démocratisée. Le deuxième contexte socioculturel à considérer est donc celui propre au rapport que nous entretenons avec le cheval et qui définissent en partie la façon dont nous considérons cet animal. Enfin, le troisième contexte. Parce que le cheval devient dans les représentations un alter ego, un autre que soi-même des êtres humains, il faut aussi considérer ce que le bien-être équin doit à la conception que nous avons de notre propre bien-être. Si originellement la notion de bien-être vient du domaine médical, elle s'est diffusée au point de devenir une marchandise. On l'a vu, le bien-être du cheval est à l'origine d'une production de biens et de services très divers. Il se concrétise donc dans des formes plus ou moins proches de la définition objective du bien-être du cheval, qui repose sur 4 grands principes: l'alimentation adaptée, la bonne santé, l'hébergement adapté et des rapports sociaux sains avec ses congénères et avec l'homme. Voilà pour les contextes et pour la théorie. Pour ce qui est de la pratique, et pour mener à bien cette étude, les efforts d'observation se sont concentrés sur les aspects liés aux conditions d'hébergement. Pourquoi les conditions d'hébergement? Car plus on accorde de l'importance au bien-être du cheval, plus on lui accorde de la place, une place matérielle et physique. On sort les chevaux des boxes pour qu'ils aient plus de place. Et on les met parfois dans des hébergements innovants où la place est mieux aménagée. Dans ce contexte, 3 types de lieux ont été étudiés. Ce sont les écuries actives, les logements sur piste du type Paddock Paradise et les balnéothérapies et centres de remise en forme équins. J'ai principalement eu recours à la méthode de l'observation participante, et ce sont les responsables de ces structures qui constituent les principaux informateurs de cette recherche. En travaillant pendant 15 jours au quotidien de ces lieux, j'ai aussi été amenée à rencontrer des propriétaires, des employés et des vétérinaires. L'objectif des terrains était que j'observe comment se pratique, se pense et en un mot se performe au quotidien le bien-être des chevaux. En plus de ces 3 terrains, un 4e a été ajouté. Je me suis rendue à la journée du bien-être équin et humain qui se tenait à Albi l'an passé. Passons maintenant aux résultats. Les écuries actives et les logements sur piste sont des modes d'hébergement mis en place par quelques professionnels. En France, leur étude est récente puisqu'ils ont tout au plus une quinzaine d'années. Ils organisent la vie des chevaux en collectivité et en extérieur. Commençons donc par l'écurie active. Elle a été développée par l'Allemand Thorsten Hinrichs à la fin des années 1990, alors que ce responsable d'une entreprise de vente de bâtiments d'élevage cherchait une façon de loger ses chevaux autrement qu'en box en hiver. La grande innovation de ce modèle d'hébergement collectif est l'adaptation aux équidés de puces électroniques originellement utilisées sur les bovins. La puce, qui va avec le distributeur automatique de concentré, répond à des logiques d'optimisation du bien-être des chevaux par le fractionnement des repas et du travail du soigneur. Il ne s'agit pas nécessairement de travailler moins, mais de travailler différemment, en évitant les tâches les plus pénibles et les plus chronophages. La mécanisation du curage est donc une autre caractéristique de l'écurie active. Elle cherche à faire s'équilibrer les exigences relatives à la fonctionnalité et à la rentabilité d'une structure avec le bien-être des chevaux. Passons maintenant au logement sur piste. Ils sont inspirés donc du modèle du Paddock Paradise théorisé par James Jackson et présenté en introduction. Ils contribuent à rendre les chevaux, je cite, plus heureux et en meilleure santé grâce à la compréhension de ce que la nature a prévu pour cette espèce. La concentration des chevaux sur des pistes stimule leur locomotion, considérée comme la clé de voûte de leur bon état de santé. Contrairement à l'écurie active, le Paddock Paradise peut s'avérer plus coûteux et chronophage au quotidien parce qu'il s'agit avant tout de réaliser naturellement le bien-être des chevaux ou d'essayer. La comparaison de ces 2 modes d'hébergement fait ressortir plusieurs éléments. Même si les choix d'aménagement diffèrent, ces modèles cherchent à offrir aux chevaux une vie proche de celle qu'ils auraient à l'état naturel, ou pour le moins une vie qui satisfasse leurs besoins fondamentaux, alimentaires, physiques et sociaux. Surtout, ils font tous les 2 preuve d'une rationalisation spatiale particulière, comme on a pu le voir avec les schémas sur les diapositives. Si le mode de vie au pré convient très bien aux chevaux, il ne fait pas l'objet d'un intense effort de réflexion quant à son aménagement pour réaliser le bien-être équin. Par conséquent, les écuries actives et les logements sur piste existent uniquement pour elles. Leur raison d'être est principalement le bien-être équin, disons. Enfin, le cas des balnéothérapies.
Certaines présentent aussi une raison d'être très étroitement liée avec le bien-être équin. Comme pour les 2 nouveaux modèles d'hébergement, où il ne s'agit plus seulement de détenir, il ne s'agit plus seulement de soigner, mais de réaliser le bien-être. L'aménagement de ces structures était également construit dans cet objectif. L'espace est agencé en différentes zones, repos, soins, travail immergé, travail à sec, grand pré, paddock de rééducation, etc. Le tout fait donc de certains de ces lieux de véritables temples du bien-être équin. Voilà donc pour la description des aspects matériels des cas d'études choisis. Ces terrains m'ont permis de percevoir le discours des acteurs les plus avancés dans l'amélioration du bien-être des chevaux. L'analyse des carnets de terrain me permet de proposer les interprétations suivantes. Entre animalisme et consumérisme, l'histoire de l'animalisme est très liée au traitement des chevaux utilisés pour la traction en ville, que ce soit en France, mais surtout de façon pionnière en Angleterre, qui est le foyer de l'éthique animale. L'animalisme est une dynamique culturelle en faveur d'un meilleur traitement des animaux et de leurs intérêts. Cependant, cette empathie est à l'origine de positions plus ou moins radicales, allant de la volonté de réformer ou d'abolir certaines pratiques, c'est là le welfarisme, à la volonté d'abolir toute utilisation considérée comme une potentielle exploitation. Il s'agit là de l'abolitionnisme qui repose sur le socle conceptuel de l'antispécisme, et c'est également cet activisme-là que connaissent les sports équestres. Les terrains ont tendu à montrer que les interrogations éthiques « pourquoi et comment est-il juste d'utiliser les chevaux » préoccupent les acteurs rencontrés, soit parce qu'ils cherchent à améliorer le bien-être de leurs chevaux en achetant des biens et services dédiés, soit parce qu'ils se confrontent directement à ces problématiques. Dans le dernier cas, la notion de consentement est couramment revenue pour signaler son importance. L'idée de forcer les chevaux à faire ce que les hommes veulent, à travailler par exemple, a soulevé des réticences, précisément parce que les chevaux ne peuvent pas choisir. Accorder la notion de consentement à un animal n'est cependant pas neutre ni sans conséquence. C'est d'abord reconnaître qu'un cheval est doué d'une subjectivité qui lui permet de s'autodéterminer, c'est-à-dire de choisir ce qu'il veut faire de son existence. C'est là un point essentiel de l'argumentaire antispéciste qui lutte contre la hiérarchisation des espèces et en particulier la supériorité de l'espèce humaine. D'après eux, il faut condamner les pratiques qui utilisent les animaux sans leur consentement, donc potentiellement contre leur volonté au détriment de leurs intérêts. De façon mesurée, il est possible de voir dans ce souci renouvelé pour le consentement du cheval la pénétration d'éléments du jeu de langage animaliste dans le milieu équestre. Passons maintenant au consumérisme. Le consumérisme est donc un mode de vie axé sur la consommation permanente de nouveaux biens et services d'une façon qui ne s'inquiète pas de leur profusion et de leur inutilité fonctionnelle, c'est-à-dire pratique. Cependant, si l'acte de consommer peut amener à acheter un produit inutile fonctionnellement, il ne l'est pas pour autant socialement. L'individu qui achète un bien ou un service les choisit parce qu'ils expriment quelque chose de son identité, et malgré lui de sa classe socio-économique. C'est ce que Pierre Bourdieu a décrit par la théorie de la distinction sociale, et c'est ce qui a tout l'air de se passer sur ce qui semble être un marché du bien-être équin. Les exemples présentés en introduction ont montré que le bien-être du cheval se matérialise très diversement, sous la forme de biens, comme la couverture Bemer, et de services, comme peut l'être une séance de shiatsu. Ainsi, la technicité, le confort, la protection et finalement le bien-être, sous toutes ces formes, se rejoignent dans le discours commercial des marques en concurrence. Un quatrième contexte apparaît ainsi comme étant essentiel pour comprendre le succès du bien-être équin, celui de la consommation de masse. Et comme l'a expliqué le philosophe Jean Baudrillard, qui consomme, consent. Certes, il existe différentes façons de consommer le bien-être équin, et les motivations qui les animent sont très diverses. Certains cavaliers vont préférer acheter des séjours de bien-être dans une balnéothérapie de haut standing et partageront l'événement sur leurs réseaux sociaux. D'autres vont préférer commander un licol éthologique sur mesure à un artisan. Mais quel qu'il soit, l'acte d'acheter approuve le discours du bien-être équin et confirme sa logique systématique. Passons maintenant donc aux limites de ce discours sur le bien-être équin. Elles ont tout à voir avec une certaine confusion entre ce que nous entendons par bien-être du cheval et ce que nous désirons, soit pour notre propre bien-être, soit pour ceux que nous aimons, comme peuvent l'être les animaux de compagnie, par exemple. Certes, il existe des labels visant à rassurer l'opinion publique sur les conditions de vie et de travail des chevaux, à la façon de ce qui est fait pour le bien-être des animaux de rente. Néanmoins, les offres qui inondent le marché du bien-être équin rappellent davantage des biens et services dédiés aux animaux de compagnie ou aux humains eux-mêmes. La Natural Diet, l'alimentation naturelle que le Paddock Paradise garantit aux chevaux, n'est pas sans rappeler l'alimentation canine dite Natural Rearing, ni notre propre alimentation biologique, voire biodynamique.
Certains auteurs situent le cheval entre les catégories propres aux animaux de compagnie et aux animaux de rente. Néanmoins, ils montrent aussi que le statut culturel du cheval glisse de plus en plus vers celle des animaux de compagnie. Il semblerait que le marché du cheval, du bien-être équin, confirme en partie cette hypothèse. Le problème est que la proximité des humains avec leurs animaux nourrit parfois un anthropomorphisme trompeur. Ainsi, sur le terrain de la bien nommée journée du bien-être équin et humain, et non pas des bien-être équins et humains, organisée dans le Tarn, il était possible de rencontrer une kinésiologue équine. La kinésiologie a pour but de rééquilibrer le corps, les émotions et le mental pour parvenir à un mieux-être. Il s'agit donc de s'adresser également à la psychologie du cheval. Cette pratique n'est pas sans rappeler la communication animale qui propose aussi ses services sur le marché du bien-être équin. Ce sont là des pratiques alternatives associées à certaines représentations de ce qui peut aider un homme ou une femme à aller mieux. Les études en sciences sociales sur le bien-être décrivent donc l'existence d'un marché et d'une culture thérapeutique humaine très associée au New Age, le nouvel âge spirituel. Le New Age se caractérise par un délaissement des valeurs rationnelles occidentales en faveur de pratiques orientales et spirituelles considérées comme plus authentiques et plus naturelles. Il ne s'agit absolument pas de stigmatiser ces pratiques. Elles ne sont qu'un exemple parmi d'autres qui signalent que des éléments de la culture humaine du bien-être sont en train de glisser vers celle du bien-être équin. Et que ce faisant, ils alimentent une certaine confusion entre le welfare et le well-being, entre la bientraitance objective et le bien-être subjectif. Peut-être que la différence entre le well-being et le welfare peut nous aider à comprendre une partie de la diversité des pratiques relevant du bien-être équin. Welfare renvoie en anglais à l'idée de prise en charge des besoins fondamentaux d'un individu ou d'un collectif. Les anglophones parlent de welfare state ou justement d'animal welfare. En ce qui concerne le cheval, il ne s'agit pas uniquement de réaliser son welfare. Comme pour les êtres humains, on cherche à réaliser son well-being, à réaliser un sentiment d'épanouissement. La jeune commission de la FEI s'appelle d'ailleurs la Equine Ethic Wellbeing Commission. Et alors qu'une partie de la société exige des preuves de la bientraitance des chevaux, alors que les scientifiques tentent de définir objectivement le bien-être du cheval, un certain relativisme s'installe. Il est plus facile d'acheter un soin dédié au bien-être de son cheval que de faire en sorte qu'il y ait des contacts sociaux en liberté. La raison d'être de leur travail est donc, la difficulté générale à hiérarchiser les actions les plus favorables à la bientraitance et au bien-être des chevaux a d'abord été constatée par les professionnels rencontrés. La raison d'être de leur travail est d'offrir les meilleures conditions de vie possibles aux chevaux, mais tous souffrent d'injonctions contradictoires en matière de bien-être équin. Quand bien même il s'agissait de leurs clients, mes informateurs ont exprimé leurs doutes quant au souci réel de certains propriétaires de réaliser le bien-être de leurs chevaux. Et parfois, ils se savaient servir de caution morale. Tandis que le discours sur le bien-être équin tend à devenir absolument consensuel. Ils ont critiqué ce qui semble aussi devenir un mot valise. Le ressenti est donc une invitation à la prudence et à la réflexion. Pour conclure, l'animalisme, le consumérisme, la recherche généralisée du bien-être, le mouvement New Age sont autant de contextes de dynamiques culturelles qui portent le bien-être équin. Cependant, il faut aussi considérer tout ce que ces préoccupations doivent à notre propre amour des chevaux. Par ailleurs, animalisme et hippophilie ne sont pas incompatibles. Vouloir que le traitement des animaux s'améliore n'est pas un souhait extrémiste. La plupart des cavaliers ne veulent pas forcer leurs chevaux, et la question éthique, est-il juste d'utiliser les chevaux, est une question compliquée. C'est pourquoi, dans le domaine du bien-être équin, on observe le triomphe du mot « relation ». La relation est construite comme l'antonyme de l'utilisation. Si la relation est bonne, alors l'utilisation est bonne, alors il n'y a plus lieu de se préoccuper du fait que les chevaux sont utilisés. Or, si le besoin de parler de relation, voire de connexion est aussi fort, c'est peut-être parce que le mot « utilisation » est perçu comme un synonyme, lui, du mot « exploitation ». Peut-être que c'est aussi cette confusion qui doit être critiquée, car elle pourrait être le signe qui s'installe une crainte généralisée autour de l'utilisation des chevaux. Je terminerai cette communication donc par une proposition de réflexion collective. Il serait bon de réfléchir au fait que l'équitation, les sports hippiques et même le travail à pied utilisent les chevaux. C'est un fait qu'il faut assumer parce qu'il faut le penser. Se rendre capable de penser l'utilisation des animaux, c'est se rendre capable de voir quand l'utilisation est bonne, mais aussi quand elle ne l'est pas. L'utilisation n'est pas tabou, les mauvaises utilisations devraient le devenir et les bonnes utilisations, celles qui traitent bien les chevaux, pourraient alors être mises en avant sur le terrain du bien-être animal. Je vous remercie.